Il est 12 heures à Dakar, partout au Sénégal ainsi qu'en temps universel. Bonjour, bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire de ce journal, l'affaire de l'incendie mortel à l'unité de néonatologie de l'hôpital Magatte-Lô de Linguère. Retour sur les lieux du drame au lendemain de la démission du directeur de l'établissement public de santé. Vous l'entendrez, les avis sont partagés parmi les travailleurs. Vous entendrez également le commentaire d'Awambaye sur cette affaire. Également à la une, la mise en garde de responsables confrériques contre ce qu'ils appellent des forces obscures. Ils se disent déterminés à s'ériger en bouclier contre ces jeunes formés à l'étranger qui attaquent les confréries et leurs khalifes généraux. Vous les entendrez dans ce journal. Audit du fichier électoral, le rapport provisoire remis à la commission politique du dialogue national en dépit du refus de l'opposition de recevoir les experts indépendants. Notre dossier du jour sur le front social à la veille de la fête du travail. Nous évoquerons les mouvements des techniciens de l'agriculture notamment et nous nous intéresserons aux conventions collectives ainsi qu'aux doléances des centrales syndicales en souffrance. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Quelques heures seulement après l'annonce de la démission du directeur de l'hôpital Magatte-Lô de Linguère, notre correspondant sur place s'est rendu à l'établissement public de santé où 4 nouveau-nés ont été emportés par l'incendie de l'unité de néonatologie samedi dernier. Une démission diversement appréciée au sein du personnel et des usagers. Sur place, voici le reportage de Baye Hassan Diaw. La démission du directeur Abdoussar est un acte auquel on s'attendait. Ses propos sont de Youssou Ndiaye. Il est le responsable départemental du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social SDT 3S. Ce n'est pas une surprise pour nous. On savait que tôt ou tard ça allait arriver parce que le personnel de l'hôpital avait fait un point de presse en septembre 2020 pour fustiger sa gestion. Mais malheureusement, les autorités ne nous avaient pas écoutés. On avait même adressé des correspondances à toutes nos autorités et à notre tutelle aussi. Voilà maintenant cette négligence que nous dénoncions autant. Voilà maintenant ce qui vient d'arriver. Une mesure qui ne semble pas convaincre certains du point de vue des résultats obtenus depuis 2015. Souleymane Ba, habitant de Linguère et principal du CEM de l'Abgar. Je peux dire que quand même c'est un hôpital qui s'est beaucoup bonifié, donc tant sur le plan accueil, tant sur le plan environnemental, tant sur le plan infrastructure. Donc c'est un hôpital quand même qui a beaucoup progressé en ce sens. Donc les services qui sont administrés là-bas sont de qualité, que l'hôpital est très accueillant. Là, je pense qu'on ne peut pas occulter ce fait. Par rapport maintenant à la démission du directeur, je pense que ça c'est une affaire personnelle. C'est juste qu'il doit démissionner pour mettre à l'aise la population. Je pense que c'est une très bonne chose. Malgré la démission du directeur, la structure hospitalière fonctionne en attendant la nomination d'un nouveau directeur à la tête de l'établissement public de santé Magatte-Lô qui attire l'attention depuis samedi dernier. Baye Hassan Diaw, Linguère, Radio Futur Média. Le coordonnateur du collectif Taxawu Jolof, Momar Thiam, se félicite lui aussi de la démission du directeur Abdoussar après l'incendie mortel dans la structure sanitaire conjugué aux nombreuses difficultés que le collectif a toujours dénoncées. Il est au micro de Baye Hassan Diaw. Hier, en apprenant vers 17 h que le directeur de l'hôpital Magatte-Lô a démissionné, je me suis dit que c'est dans l'ordre normal des choses, dans la mesure où le 11 avril, ce collectif avait organisé une marche en mettant sur la table du préfet donc de Linguère des points. Et parmi ces points figurait le départ et l'édition de sa gestion. Et malheureusement, samedi passé, un incendie s'est déclaré au niveau donc de l'hôpital Magatte-Lô, occasionnant ainsi la mort de 4 enfants. Ce phénomène a rendu plus meurtri la population donc du Jolof et par conséquent ce que tout le monde attendait c'est sa démission et comme il l'a fait donc nous ne faisons que recevoir sa démission. Toujours au sujet de ce drame à l'unité de néonatologie de l'hôpital de Linguère, cet incendie donc qui a coûté la vie à 4 bébés. Suite à cette affaire, vous le savez, vous l'avez entendu, le directeur a démissionné, mais les faits doivent être punis si la responsabilité du directeur et de ses agents est établie par l'enquête en cours. Commentaire à Wambaye.
4 vies parties dans les flammes de l'incendie de l'unité de néonatologie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le drame est indescriptible, mais la douleur qu'il a créée est perceptible. Des êtres fragiles, âgés seulement de quelques jours. Imaginons un peu leurs dernières minutes de vie dans ces couveuses calcinées. Il faut des sanctions à la hauteur des faits. Le rapport d'enquête de la gendarmerie aurait privilégié la thèse selon laquelle le personnel de garde serait négligent. Aucun agent de santé sur les lieux au moment où l'incendie s'est déclaré à la salle de néonatologie fermée à double tour. Le feu a eu le temps de se propager et de faire des dégâts. Le directeur de l'hôpital Magatte Lô de Linguère a préféré tout simplement rendre sa démission pour, dit-il, mettre à l'aise les autorités, le personnel de l'établissement et sa famille. Les responsabilités doivent être clairement situées une fois l'enquête bouclée. Que les faits ne restent pas impunis. Rendre le tablier au moment où l'enquête suit son cours ne fait pas de lui un héros. Au contraire, il doit être sanctionné au même titre que le personnel qu'il a laissé derrière lui si les faits sont avérés. Du riz, de l'huile, du sucre, du riz, de l'huile, du sucre ne peuvent tenir lieu d'indemnisation des familles de victimes. Les parents endeuillés les auraient largement échangés contre la vie préservée de leur bébé. De tels actes ne doivent plus se reproduire et ils méritent des poursuites judiciaires. Awambaye, il est 12h06. Évoquons maintenant le point du jour sur l'évolution du Covid-19 au Sénégal. On a enregistré 56 nouvelles contaminations, dont 18 cas contacts et 38 cas de transmission communautaire. 10 cas graves sont actuellement pris en charge. Une personne est décédée du Covid-19 hier mardi. Toujours à propos du Covid-19, parlons de l'opération Dogali Corona, lancée à Saint-Louis pour prévenir une troisième vague. Les initiateurs sont convaincus qu'il ne faut pas baisser les bras malgré la baisse du nombre de cas. En collaboration avec le service de l'hygiène, ils ont procédé à la désinfection de certains daras. Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Plusieurs daras du centre-ville et de la périphérie ont été la cible de l'opération Dogali Corona initiée par son coordonnateur, le citoyen Déthié Diouf, président des ambassadeurs de paix du Sénégal. Avec l'appui des services d'hygiène qui ont vraiment désinfecté les daras, les dortoirs, les toilettes, nous avons fait des dons, n'est-ce pas, donc en masque, en savon, en gel, en autocollant. Le message, c'est que nous devons en finir avec le corona. Les chiffres ont drastiquement chuté. Mais tant qu'il y a un cas, l'épidémie est toujours là. Parce que c'est parti d'un cas pour faire le tour du monde. Donc nous devons éviter ce qui nous est arrivé pour que cette deuxième vague arrive. Les maîtres coraniques ont affiché une satisfaction marquant leur adhésion pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des apprenants. Oustaz Cheikh Omar Gueye s'en explique. Ces opérations avec les services d'hygiène sont extrêmement importantes car ça améliore les conditions de vie à la fois des talibés et des maîtres coraniques. Mais nous voulons plus d'appui de la part de l'État et d'autres partenaires. Après la distribution de gel, de masques, de savon et d'autocollants pour sensibiliser davantage les populations, d'autres localités du pays seront investies pour la même cause. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Indemnité de stage, conditions d'études et de vie, restauration de la plateforme d'inscription en ligne, entre autres exigences des étudiants de l'École normale supérieure d'enseignement professionnel technique. Ces derniers ont bloqué ce matin la circulation sur la corniche ouest pour se faire entendre. Cependant, ils réclament un interlocuteur autre que le ministre de l'enseignement supérieur, Cheikhou Oumar Anne. Ils interpellent le président Macky Sall pour la satisfaction de leurs revendications. Compte rendu, Nafissatou Silla. C'est aux environs de 7h30 que des dizaines d'étudiants bloquent la circulation. Des tas de pierres et des branches d'arbres empilées à hauteur de la corniche près de la cour de cassation perturbent le trafic.
Les étudiants de l'INSEP exigent entre autres leurs indemnités de stage. Ibrahim Sourissi. 2 mois, on n'a pas reçu nos indemnités de stage. Et nous fustigeons cela. On a fait 1 mois sans cours. Et en plus de cela, il y a la plateforme. Pour les nouveaux, ils n'ont pas accès à la plateforme pour s'inscrire. Donc nous exigeons que cette plateforme soit ouverte. On a écrit des demandes, on a écrit des lettres, on a eu à rencontrer l'administration, on a eu à rencontrer le recteur. Et même M. Idriss Seck, il nous a reçus. Seulement la sourde oreille. Donc nous aussi, nous sommes dans notre position. Nous n'allons pas bouger dans notre point tant que la situation n'est pas réglée. Les éléments de la police ont aussitôt rappliqué. Pas d'affrontement entre étudiants et forces de l'ordre, ni de casse. C'est plutôt des négociations pour libérer l'emprise. Cependant, les étudiants ne désistent pas, juste un repli stratégique en attendant de trouver un interlocuteur autre que le ministre de l'Enseignement supérieur. Lamine Mamgom Diouf, il est le président de l'amicale des étudiants de l'INSEP. À partir d'hier à 23h59, nous avons considéré que le ministre de l'Enseignement supérieur n'est plus notre interlocuteur. Maintenant, hiérarchiquement, nous voulons parler à une haute autorité supérieure à lui, habilité en tout cas à prendre en charge cette question. Ce ministre continue de faire la sourde oreille. Il est habitué des faits depuis qu'il était directeur du COUT. Depuis sa nomination, il ne nous a pas encore reçu. Il continue de négliger les problèmes socio-pédagogiques que nous avons et nous le condamnons fermement. Les étudiants de l'INSEP se disent plus que jamais déterminés à obtenir gain de cause. Donc cette négociation, cette trêve ne durera pas plus de 24 heures. Après les étudiants, les travailleurs, les techniciens supérieurs en santé ont entamé aujourd'hui une nouvelle grève de 48 heures. Ils réclament entre autres revendications la signature du décret portant sur leur reclassement dans la hiérarchie A2. Le secrétaire général du syndicat autonome des techniciens supérieurs en santé, Farba Ndiaye, est joint par El Hadj Ndiogou Diène. À terme des 40 dernières heures, nous avons eu rencontre avec le ministre en question et l'ensemble de ses cabinets, plus également aussi notre secrétaire général national de la centrale, où nous appartenons, Cheikh Diop, CNTS-FC. Et des promesses nous avons été faites que en fait, le décret devait passer de façon imminente sous convocation du secrétaire général du gouvernement au niveau du comité technique, parce que c'est un décret quand même qui impacte plusieurs ministères. Et c'est la raison pour laquelle nous avions préféré suspendre le mot d'ordre qui était prévu le 1er avril et le 2 avril. Bon, ça, il faut le reconnaître, ça a été fait. Le comité s'était réuni sur le décret, mais il y a eu des observations que le ministère des Finances avait faites et qu'il fallait corriger. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait attendre donc encore, donner 2 semaines pour permettre en tout cas que le ministère déroule les activités administratives afin de faire sortir le décret, c'est-à-dire de l'amener au niveau du Conseil des ministres. Malheureusement, nous avons attendu 2 semaines, chose n'a pas été faite. La 3e semaine, ça a coïncidé avec l'absence du président de la République, donc ils n'ont pas pu tenir le Conseil des ministres. Nous avions accepté de laisser passer et aujourd'hui, c'est le Conseil quand même qui doit se tenir. Maintenant, nous avons une plateforme revendicative et derrière, nous avons déjà déposé notre préavis de grève, la date a été épuisée. Maintenant, nous sommes en train de dérouler notre 3e plan d'action. Donc aujourd'hui, le 28 et demain le 29, nous avons prévu d'aller en grève. Quant aux enseignants en position de stage, ils continuent de réclamer une formation. Ils soulignent que plus de 2000 d'entre eux attendent toujours d'être formés. Ces enseignants n'excluent pas de mener une série d'actions pour la satisfaction de leurs revendications. Écoutons Babacar Koté, coordonnateur du collectif des enseignants en position de stage au micro d'El Hadj Ndiogou Diène. Depuis 2012, la formation n'existe que de nom. Donc, nonobstant nos revendications et nos manifestations, nos sittings, l'État fait sourde oreille. Il a fallu attendre jusqu'en 2019 pour le faire revenir un peu à la raison. Il a réagi avec la sélection de 199, tenez-vous bien, 199, parmi 3000 enseignants qui sont sur la liste d'attente, 3000 enseignants qui doivent aller en position de stage. Donc, ces 199 ne sont que la face visible de l'iceberg. Et ces 199, après inscription à la phase F, sont laissés en rade. Jusqu'à récemment, avant-hier, après un grand sitting, le président Macky Sall, lors du Conseil des ministres, a demandé à ce que leur doléance soit prise en charge. Et c'est dans ce sens qu'ils ont réagi pour les amener en formation. Mais que sur la liste d'attente, aujourd'hui, nous sommes presque plus de 2000 enseignants qui sont en attente. Et la formation n'est que de nom, ça n'existe même plus. Donc, franchement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à accepter cela. C'est le goulot d'étranglement aujourd'hui au sein de l'école. Que l'État réagit. S'il ne réagit pas, n'est-ce pas, on leur a proposé la formation à distance. À défaut de la formation présentielle,
la formation à distance pour résorber son nombre. La FACEF a la capacité de résorber son nombre en une seule année. Malheureusement, l'État continue à faire sourd oreille. Dans les prochains jours ou les prochaines semaines, on va mener des activités, des sittings qui risquent d'aller à l'encontre de la stabilité de l'école. Et puis le gouvernement et les transporteurs des hydrocarbures sont en négociation depuis ce matin. Il y a au menu des discussions l'adoption d'une convention collective réclamée par ces transporteurs des hydrocarbures qui ont eu à observer une grève en fin de semaine dernière, une grève qui avait entraîné une pénurie de carburant. Justement, cette rencontre nous sert de prétexte pour nous intéresser à la convention collective. C'est quoi? Quelle est son utilité? Réponse avec vous, Koumba Sandiane Faye. Koumba Sandiane Faye, que nous entendrons dans de meilleures conditions techniques un peu plus tard dans cette édition. À 2 jours de la célébration de la fête du travail, les centrales syndicales évaluent les doléances qu'elles avaient déposées en 2019. L'année dernière, en raison de la pandémie de Covid-19, il n'y avait pas de remise de cahier de doléances. 2 ans donc après, c'est un niveau de satisfaction très faible pour certaines centrales et catastrophique, marqué surtout par des lenteurs pour d'autres. Pape Besdiba. Les syndicales renouent cette année avec la tradition. Elles vont sacrifier au traditionnel dépôt de cahier de doléances. Le dernier en date remonte au 1er mai 2019. L'année dernière, il n'y en a pas eu pour cause de Covid-19. Des dernières doléances relatives à l'éducation, la santé ou les collectivités territoriales, le secrétaire général de la CSA constate un niveau de satisfaction très faible. Eliman Diouf. Un grand nombre de secteurs liés à l'éducation, à la santé et aux collectivités territoriales. À ce niveau, c'est des accords qui étaient déjà signés et aujourd'hui, dans la mise en œuvre et le monitoring, l'État reste sur devoir à beaucoup de travailleurs de retard dans leur avancement et dans les actes d'avance. Le niveau de traitement est très faible. Le secrétaire général de la FGTS se veut plus tranchant. Sidi Ndiaye, qui ne comprend pas certaines lenteurs, qualifie de catastrophique l'évaluation. Nous avons des décrets dans le circuit et depuis 2018, ça ne bouge pas. On se pose des questions parce que le gouvernement ne peut pas, chaque fois que lui, il a besoin de textes, que ça s'agit d'une loi ou de décret, il utilise des procédures d'urgence et quand il s'agit de dossiers de travailleurs, il traîne les pieds. Moi, vraiment, je trouve que c'est à la limite catastrophique. L'attitude de certaines centrales syndicales est aussi décriée par Sidi Ndiaye. On a fait des élections de représentativité. On a dit, voilà les centrales les plus représentatives. Nous, on nous a écartés. Donc, véritablement, ces gens-là qui ont dit qu'ils sont représentatifs, on les entend nulle part, on les voit nulle part. Sur aucun sujet, ils n'ont pris la responsabilité de poser au gouvernement, de mettre la pression sur le gouvernement. Les centrales, en cette année de relance économique, invitent le gouvernement à mettre un fonds de relance pour soutenir les travailleurs et certaines entreprises. Et puis revenons sur ce dossier de Koumba Sandiane Faye sur les conventions collectives, dossier réalisé alors que le gouvernement et les transporteurs des hydrocarbures sont en négociation depuis ce matin, justement, autour de l'annexe à la convention collective des travailleurs du pétrole et du gaz. Alors, une convention collective, qu'est-ce que c'est? Quelle est son utilité? Réponse avec vous, Koumba Sandiane Faye. Le constat est là, des syndicats qui ne cessent de dénoncer le non-respect d'une convention collective jusqu'à observer un mot d'ordre de grève ou autre forme de manifestation. Par exemple, dans le secteur de la presse, les organisations continuent d'exiger l'application stricte de la nouvelle convention collective liée au salaire et tout récemment la grève des transporteurs des hydrocarbures. À l'origine, le refus par le patronat de signer une certaine convention. Selon l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale à l'UNFAL, quand cet accord est signé, son application doit être effective. La convention collective est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre d'une part les représentants d'un ou de plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et d'autre part une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs. Donc, de cette définition, il faut comprendre que la convention collective est conclue entre deux parties. L'une des parties est organisée en syndicat de travail ou groupement professionnel. L'autre partie peut être une seule entreprise ou des entreprises organisées. Donc, quand la convention collective est signée, voilà, elle est censée s'appliquer entre les parties
parties signataires. Une convention collective prévoit habituellement de meilleures prestations pour les travailleurs que celles prévues dans la loi, certes un droit négocié. Mais si une partie signataire refuse d'appliquer celle-ci, le tribunal du travail ou les tribunaux peuvent bien trancher. Une convention collective, une fois signée, entre dans l'ordonnancement juridique en toute matière concernant le travail, comme le code du travail, comme les contrats, comme les arrêtés et les décrets d'application. Une convention collective qui prend effet doit être appliquée. La partie qui ne l'applique pas s'expose à des sanctions, ce qui veut dire que les syndicats peuvent aller devant l'inspection du travail ou bien au niveau du tribunal du travail pour exiger que les employeurs puissent les appliquer. Ça ne pose aucun problème. À retenir que même si l'employé ou l'employeur n'est pas signataire, mais qu'il soit affilié à une organisation signataire, celui-ci sera bien concerné. Tout autre chose maintenant, des marabouts regroupés au sein de la convergence Taxawu Donné Magni tire la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des autorités sur la présence au Sénégal de ce qu'ils appellent ces marabouts des forces obscures, des jeunes formés dans d'autres pays qui ont tendance à attaquer les confréries et leurs khalifes généraux. Ils s'érigent en bouclier pour dire non. Ils ont donné des messages forts aux jeunes pour la stabilité du pays. Cheikh Anta Diop. Ces petits-fils de Serigne Touba, El Hadji Malick Sy, Bou Kounta Ndiassane, Baye Niass, Mame Limamou, entre autres, ont rendu visite aux différentes familles religieuses de Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba pour présenter au khalife leurs préoccupations. Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, d'un ton ferme, révèle qu'il y a des forces obscures qui veulent à tout prix discréditer les tarixa. lan lañ gis ba tax ñu jëk taxaw ngir mu am ñoo xam ne dañoo ji jàng arab lu toll ci juróomi at dellusiwaat ci réew mi ci seeni waajur yoonu tarixa yi lañ leen amee ban juddu ci. Il y a des étudiants sénégalais qui sont partis dans les pays arabes. Ils ont reçu des formations durant 4-5 ans. Ils sont revenus au pays. Ils commencent à discréditer les marabouts, les khalifes généraux, ce que les anciens ont écrit. L'islam est parfois dévoyé et dans le même temps fait l'objet de critiques totalement infondées. Et c'est grave. Nous nous sommes levés pour dire non. lépp loo xam ne mag wax na ko wala mu bind ko rek ñu am luñ ci teg ñu ni nag jot na. Serigne Habib Sy ibnu Mame Abdou Aziz Sy Dabakh est catégorique. Les chefs religieux doivent se mobiliser contre ceux qui risquent de plonger le pays dans un climat social très tendu. ñu toll ci réew mi foo xam ne réew mi bu ñu toppee nit ñi réew mu nekk taal nañ. Nous marabouts, on doit s'ériger en bouclier. Il y a des gens qui sont prêts à saccager ce pays, plonger le pays dans un climat instable. te duñu tàyyi duñu bàyyi. Des propositions ont été faites devant les khalifes ou leurs représentants pour sensibiliser la jeunesse qui est en perte de sens et d'identité. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. En mode politique, avant de refermer cette première partie de cette édition, travaux de la commission politique du dialogue national, les experts indépendants chargés de l'audit du fichier électoral ont terminé leur rapport provisoire. Globalement, ils jugent le fichier fiable et le parrainage citoyen aux élections n'est pas rejeté. Cependant, l'opposition n'a pas voulu recevoir les auditeurs. Binta Diallo. Les auditeurs internationaux du fichier électoral ont fait 2 mois et demi pour parvenir à un rapport provisoire de 124 pages. Entre recommandations et suggestions, informations de taille, les auditeurs n'ont pas rejeté le parrainage citoyen à la présidentielle. Ils proposent en sus un parrainage des députés, cela dans le but de permettre aux candidats d'avoir un choix. La deuxième suggestion est par ailleurs de permettre à quelqu'un qui a purgé sa peine ou qui a bénéficié d'une grâce de pouvoir retrouver ses droits civiques, ce qui lui permettra de pouvoir s'inscrire à nouveau sur les listes électorales. L'audit a également fait état d'une absence de doublons dans le fichier électoral. Le pré-rapport dit entre autres que chaque électeur est rattaché à un bureau de vote, donc il ne saurait y avoir de bureau fictif. Selon nos sources qui détiennent le rapport provisoire des auditeurs internationaux, on tend vers un fichier électoral fiable pour le moment. La majorité, la Sénat, les non-inscrits, la société civile et l'opposition siégeant au sein du comité de suivi ont jusqu'à aujourd'hui pour faire parvenir aux auditeurs leurs amendements. Vendredi et lundi prochain, un séminaire va se tenir avant que le rapport final ne puisse être bouclé. L'opposition, qui avait suspendu sa participation au sein du dialogue politique pour absence de consensus sur la date des élections locales, a refusé jusqu'à ce jour de recevoir les auditeurs internationaux. La conférence des leaders de l'opposition va dire aujourd'hui, à l'issue d'une rencontre, la conduite définitive
à tenir. RFM. L'actualité internationale. L'actu international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Au Niger, fin de cavale pour l'auteur présumé de la tentative de coup d'État fin mars dernier. Le capitaine Sani Gourounza a été arrêté au Bénin et remis aux autorités de Niamey. Il a été interpellé lundi par la gendarmerie béninoise. Selon RFI, l'information est confirmée officiellement par la police et la gendarmerie nigérienne qui avaient émis un mandat d'arrêt contre lui. Le capitaine Gourounza était en fuite depuis les événements, la tentative donc de coup d'État dans la nuit du 30 au 31 mars. Au Tchad, premier message à la nation du président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby, promet un dialogue national inclusif. Le président du CMT qui a défendu la place de l'armée dans la transition a promis la tenue d'un dialogue inclusif, vous l'avez dit, et la tenue à terme d'élections libres et transparentes. Un premier ministre, chef du gouvernement de transition, vient d'être nommé. Sa mission est de former un nouveau gouvernement de réconciliation nationale composée d'une équipe soudée, compétente et représentative du Tchad pluriel. La réconciliation nationale, la paix, l'unité, la solidarité seront en tête des actions prioritaires du gouvernement. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national selon un calendrier précis que le gouvernement sera appelé à dévoiler. Dans les prochains jours et après les consultations en cours, un conseil national de transition représentatif de toutes les provinces et de toutes les forces vives de la nation sera également mis en place de façon consensuelle et concertée pour permettre l'accompagnement législatif de l'action gouvernementale et donner au pays les bases d'une nouvelle constitution. L'objectif du processus est de nous permettre d'organiser des élections démocratiques, libres, transparentes, dans le meilleur délai. La démocratie et la liberté introduites au Tchad en 1990 sont et resteront les valeurs irréversibles. Le général Mohamed Idriss Déby qui s'adressait hier à la nation tchadienne. Notez que les opposants et la société civile hostile au CMT ont appelé à de nouvelles mobilisations ce mercredi. Hier, la journée a été marquée par d'importantes manifestations dans le pays pour un bilan de 5 morts selon les autorités, 9 pour la société civile avec aussi de nombreux blessés et des arrestations. Burkina Faso, les corps de ressortissants étrangers tués dans une attaque ont été transférés à Ouagadougou, la capitale. 2 journalistes espagnols et un militant écologiste irlandais. Ces 3 occidentaux enlevés lors de l'attaque de leur convoi ont été abattus par des hommes armés dans la région de l'Est du Burkina Faso. Ils réalisaient un documentaire sur le braconnage quand leur convoi a été arrêté. Au Burkina toujours, des attaques meurtrières dans la nuit de lundi à mardi dans le nord du pays ont fait une dizaine de morts selon le gouvernement, une quinzaine selon un élu local. Le ministre burkinabé de la communication a fait état dans un communiqué d'incursion d'individus armés dans plusieurs localités du Sahel, sauf auxquelles Yatakou, Tao et Seitenga dans la province du Sénou. Au Mali, l'armée affirme avoir éliminé 26 terroristes dans le centre du pays lors d'une opération menée conjointement avec les forces françaises de Barkhane, selon un communiqué du chef d'état-major malien. Une opération de reconnaissance a permis de localiser un groupe terroriste responsable d'une embuscade samedi dans le secteur de Nyono. L'armée n'a toutefois pas donné de détails sur cette embuscade ni de bilan. Et puis en Somalie, le président annule la prolongation de son mandat. Mohamed Abdoulaye Mohamed a déclaré ce matin qu'il renonçait à la prolongation de son mandat de 2 ans. Mohamed Abdoulaye Mohamed cède ainsi à la pression nationale et internationale après que des affrontements dans la capitale Mogadiscio ont divisé les forces de sécurité selon les clans. Le mandat du président a expiré en février, mais le pays n'a pas organisé d'élections comme prévu. Début mars, la Chambre basse du Parlement avait voté en faveur d'une prolongation de 2 ans du mandat du président. La Sénat a rejeté cette décision, provoquant une crise politique. Dans cette déclaration de ce matin, le président Mohamed a appelé à la tenue d'élections. Merci Georges Déthié Diop, il est 12h29. RFM Sport.
Nous accueillons à présent Soda Thiam. D'abord, Soda Thiam, bonjour et bienvenue, bon retour. Merci Souleymane, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Futur Média. Football d'abord, Coupe de la Confédération, 6e et dernière journée, le Jaraaf en terre tunisienne pour consolider sa place de leader. Déjà qualifié pour les quarts de finale et actuellement premier du groupe C, le Jaraaf de Dakar va affronter le CS Sfaxien qu'il devance d'un point. Alors le club de la Médina doit au pire des cas s'adjuger le point du nul pour rester à la première place et ainsi éviter de rencontrer un gros calibre au prochain tour. Le portier du club de la Médina compte mettre son expérience au profit de son équipe. Pape Seydou Ndiaye que je vous propose d'écouter au micro de nos confrères de l'APS. Niveau niveau international. Concernant le niveau, il faut dire que c'est le haut niveau que je connais bien. Chaque jour, tu dois prouver plus. Mon objectif personnel est de toujours pousser l'équipe à aller de l'avant. Je vais me concentrer sur mon match de mercredi pour pouvoir préparer les quarts de finale. Moi, je prends match par match et l'appétit vient en mangeant. Voilà quoi, moi je crois fermement que nous pouvons aller le plus loin possible dans ce tournoi. Le plus loin possible pour ce tournoi, Inch'Allah. Pape Seydou Ndiaye, le portier de l'équipe du Jaraaf de Dakar. La rencontre donc est prévue, Souleymane, à 21h. L'autre rencontre du groupe C va se jouer entre Étoile du Sahel et Salitas. L'enjeu de ce match reste la 3e place. La direction technique nationale de la Fédération sénégalaise de football a entamé depuis hier un séminaire de renforcement. Et c'est à l'endroit des directeurs techniques régionaux et des entraîneurs titulaires du championnat national féminin et des éducateurs de football. La première journée a été lancée hier à Ziguinchor. Plus de détails avec le directeur technique national Mayacine Mar que je vous propose d'écouter. Hier, nous avons démarré la première phase du programme des compétitions interétablissements scolaires que nous avons mis en place dans le projet Forward. Il s'agit donc de la formation des éducateurs qui doivent prendre en charge des équipes des établissements. À Ziguinchor, comme on l'avait dit, donc nous avons 10 établissements et nous avons 2 éducateurs par établissement. Donc ils étaient 20 hier au séminaire de renforcement de capacité dirigé par le DTR et l'entraîneur féminin Aïcha Henriette Ndiaye. Donc pendant 3 jours, ils vont travailler ensemble pour peut-être donner encore plus d'outils et également aussi s'approprier du projet, n'est-ce pas, et également préparer le démarrage des compétitions prévues le 19 mai. Donc c'est la première phase et la deuxième phase ce sera bien sûr le démarrage des compétitions. Donc c'est un stade de renforcement de capacité que nous allons également aussi commencer la semaine prochaine ici à Dakar. Donc les établissements qui ont été recrutés au niveau de Dakar. Donc le projet démarre en tant que tel, comme on l'a dit effectivement. C'est un lancement cette année et l'année prochaine peut-être on essaiera de faire également au niveau des autres régions. Football en Europe, Ligue des Champions, 2e demi-finale aller ce soir, Paris Saint-Germain, Manchester City. Après la première demi-finale allée hier entre le Real Madrid et Chelsea d'Edouard Mendy, soldé par un match nul d'un but partout. Vous l'avez dit Souleymane, le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye va défier Manchester City ce soir. Pour rappel, les 2 protagonistes se sont déjà rencontrés 3 fois depuis 2008. Le dernier match a été remporté par Manchester City. C'était en 2016 en match retour de Ligue des Champions. La rencontre de ce soir est prévue à 19h, Souleymane, au Parc des Princes, à suivre en direct sur la Radio Futur Média. Basket, tirage au sort de la Coupe du Monde de U19. Les Lionceaux vont connaître leurs adversaires cet après-midi. Le tirage est prévu à Berlin en Allemagne. Le Sénégal est logé dans le pot 4 avec l'Argentine, Porto Rico et le Mali. À rappeler que la qualification pour les 2 tournois mondiaux ont été impactés par la suspension des compétitions FIBA l'an dernier. Les équipes africaines sont les seules à avoir obtenu leur billet via des championnats continentaux. Ainsi, ce sont les FIBA World Ranking présentés par Nike qui ont été utilisés pour déterminer l'identité des autres pays qualifiés. Le mondial U19 aura lieu du 3 au 11 juillet en Lettonie et pour la Coupe du Monde féminine, c'est du 7 au 15 août
En Hongrie, le Mali et l'Égypte sont les deux représentants du continent africain. Ils sont logés aussi dans le pot 4 pour ce tirage au sort avec le Brésil et l'Argentine. Et c'était tout pour cette page d'espoir. Soda Thiam, merci. Il est 12h34. RFM, presse du jour. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 15 mai 2021, profitez de la super promo Ramadan de Electronicorp pour acheter des équipements Beko avec une remise exceptionnelle. Electronicorp, partenaire des grandes marques. Beko vous offre votre revue de presse. La presse de ce mercredi 28 avril 2021 passée en revue par Pape Besdiba. Les suites de la mort de 4 nouveau-nés à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Pour l'I Quotidien, l'incendie mortel a fait une 5e victime. Une victime qui n'est rien d'autre que le directeur de l'hôpital. Le confrère fait allusion à la démission du directeur. Réumi Quotidien en fait d'ailleurs son ouverture avec ce titre. Le directeur démissionne. L'Observateur livre les vraies raisons de la démission. Le journal du groupe Futur Média explique en effet que si Dr Sarr, un bon républicain, a argué vouloir mettre à l'aise les autorités, force est de constater qu'il a été poussé à la démission par la tutelle, notamment le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Celui-ci informe encore l'Obs ne l'a même pas informé de sa visite à Linguère le jour du drame. Source ajoute que Diouf Sarr ne l'a même pas salué. Et comme si cela ne suffisait pas, écrit encore le confrère, le ministre maire de Yoff a joué à se faire peur, non seulement en annonçant l'ouverture d'une enquête, mais aussi en affichant aucun soutien au personnel. Ainsi, pour Source A, contrairement à la légende qui noircit sa gestion, Abdou Sarr a présenté des états de service irréprochables, avec plus de 400 millions laissés dans les caisses. Dans tous les cas, pour Libération, il y a une négligence criminelle. Pour s'en convaincre, le journal signale que 10 minutes après le début de l'incendie dans la salle qui accueillait les nouveau-nés, personne ne semblait être au courant. Commission politique du dialogue national, la recommandation des experts de la mission d'audit du fichier qui remet Khalifa Sall et Karim Wade dans le jeu. L'Observateur informe en effet qu'après 3 mois de travaux, les experts ont remis au comité de suivi de la commission politique le rapport provisoire, un document de 124 pages où figure cette recommandation majeure qui valide les candidatures pour la présidentielle 2024 et la participation aux prochaines locales et législatives des 2 cas. Entendez Karim et Khalifa. Pendant ce temps, les non-alignés, eux, semblent préoccupés par toute autre chose. L'AS rapporte que lors d'une rencontre samedi dernier entre la mission d'évaluation et le pôle des non-alignés, les membres de ce pôle ont exposé leurs préoccupations liées à la vérification des parrainages, la fraude avec les certificats de résidence et le vote avec les ordres de mission. En attendant, pouvoir et opposition jouent à se faire peur. Sud Quotidien note que l'espace politique est le lit ces derniers temps d'une rhétorique guerrière et d'une prolifération des menaces entre acteurs politiques. Cette surenchère, d'après le professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'UGB, fausse le débat d'idées et le jeu démocratique. Tout autre chose avec les Échos qui fait une immersion dans l'usine d'impression et de packaging Impact de Youssou N'Dour, le promoteur de GFM qui, selon le journal, ne se fixe pas de limite avec cet investissement de 15 milliards de francs CFA qui, au-delà des 100 emplois créés depuis 2015, entend passer à 2000 lorsque l'usine atteindra sa vitesse de croisière. Mais la nouveauté dans cette entreprise, fait savoir les Échos, c'est de se passer d'un service commercial et de favoriser à la place des apporteurs d'affaires. Décision phare de la session du comité stratégique du projet Grand Tortue Armeim. Selon le quotidien national Le Soleil, parmi ces points soulevés, un accord sur la sécurité des installations de GTA a pu être trouvé entre la Mauritanie et le Sénégal, les 2 États qui ont en outre demandé
à l'opérateur BP de revoir ses plans pour se conformer aux dispositions en vigueur et permettre aux privés nationaux et au personnel local de tirer le maximum des opérations, souligne Le Soleil. En sport, présidence de la Fédération sénégalaise de football, Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte fusionnent leur candidature. Source A qui l'annonce en exclusivité précise que l'officialisation devrait se faire d'ici lundi au plus tard. Bonne lecture à toutes et à tous.